si nombreux dans cette magnifique salle et de représenter le Rhône. Vous avez ce soir devant vous votre délégué départemental. Vous pouvez être fiers de vous, vous êtes le 6e département français en termes d'adhérents. Bravo, bravo à tous, merci d'être là. Xavier, je te laisse la parole. Merci Marine. Chers sympathisants, chers adhérents, chers militants, mes chers amis, tout d'abord, je souhaite remercier quelques personnes qui nous ont fait l'honneur de leur présence, au premier rang desquels M. Christophe Boudot, conseiller régional, Messieurs Frédéric Miguet, maire de Fleury, et Monsieur Stéphane Parisot, maire de Salles-Arbuisson, tous deux parrains d'Éric Zemmour à la présidentielle. Je remercie également les représentants de nos partis alliés dans le Rhône, M. Jonathan Jamet pour le mouvement conservateur et M. Cédric Lebel pour VIA. Ainsi que mes collègues délégués départementaux qui ont fait le déplacement de toute la région et de tous les départements voisins, M. Joseph Rochelmagne pour la Loire, M. Aurélien Chabrier pour le Puy-de-Dôme, M. Denis Goubeau pour la Saône-et-Loire, M. Serge Lévy pour la Drôme, M. Gérard Monreno pour l'Ardèche, ainsi que Marie-Charles Berthaud qui représente l'Isère, M. Denis Bruyère qui représente le bureau départemental de la Savoie, Rémi Normand qui représente l'Ain. Et enfin, notre chère Agnès Marion, orateur national de la campagne des parents vigilants. Et avant de commencer, donc, permettez-moi de remercier mon équipe qui a rendu ce meeting possible, à savoir mon adjoint, Lionel Mazella, Aurélien Guillot et Charles Denis qui représentent tous deux GZ Aura et GZ Rhône. Michael Serracini à la tête du pôle communication du Rhône. Et enfin notre hôtesse de ce soir, Claire de Guernon. Donc pour vous donner un petit peu d'actualité un petit peu sur le Rhône, aujourd'hui le parti c'est trois concepts, idées, action, élection. Les idées c'est vous, c'est nous, c'est évidemment Éric Zemmour. L'action c'est également vous au travers de la communication que nous réalisons via Telegram, mais également de la coordination que nous réalisons au travers de la cellule Riposte de GZ qui a été lancé donc par les GZ et rejoint par Reconquête récemment, et qui est animé par Isabelle Surplis. Nous avons déjà de nombreuses victoires à notre actif et nous vous encourageons vivement à venir rejoindre les rangs de la cellule Riposte. La troisième idée, ce sont les élections. Comme vous le savez, en 2026, nous aurons les élections municipales que nous commençons d'ores et déjà à préparer. Et nous aurons besoin de vous tous qui êtes présents dans cette salle, soit par votre action, soit peut-être même par votre engagement, puisque parmi vous, il y aura de futurs conseillers municipaux. Merci, Pat. Et pour vous encadrer dans cette action, je vous présente également mon équipe, à savoir Aurélien Guillot pour la première circonscription. Pierre Simon pour la deuxième circonscription. Charles Denis pour la troisième circonscription. Olivier Delusnay, Olympe Schred et Michel Palkovix pour la quatrième circonscription. Cédric Lebel et Séverine Michaud pour la cinquième circonscription.
Pierre Porta et Delia Agus pour la 6e circonscription. Didier Gros pour la 7e circonscription. Hubert de Rouville et Stéphanie Molin pour la 8e circonscription. Claire de Guernon et Étienne Chatry pour la 9e circonscription. Agnès Marion et Irène Berigny-Guélet pour la 10e circonscription. Charles Ascarino et Pauline Tessier pour la 11e circonscription. Basile Guers et Olivier Roche pour la 12e circonscription. Et enfin, Laurent Primo, Océane Gigarel et Vincent Dumas pour la 13e circonscription. Et je vais maintenant vous laisser la parole à notre hôtesse de la soirée. Merci, chère Claire. Chers amis, bonsoir. Quel plaisir, quelle immense émotion pour moi de vous accueillir ici, dans le Beaujolais, pour cet incroyable événement. Souvenez-vous et souvenons-nous, il semble impensable qu'il y a seulement un peu plus d'un an, aucun d'entre nous ne se connaissait. Nous n'avions pas la moindre idée de l'aventure dans laquelle nous nous lancions et de ce que nous allions vivre et bâtir ensemble. En effet, nous sommes tous d'horizons très différents, de milieux sociaux différents, de milieux professionnels différents, et nous sommes tous issus de générations différentes. Pour beaucoup d'entre nous, l'espoir d'un sursaut français, d'une renaissance de notre civilisation était inconcevable. Pour beaucoup d'entre nous, il était sans doute même impossible de décrire ce que nous vivions. La dépossession de notre terre, le remplacement de notre peuple, le déclassement de notre pays et la disparition de notre civilisation. Et puis un homme vint bouleverser notre quotidien. Un homme réveilla en nous une soif d'engagement et une force intérieure dont nous ne soupçonnions parfois plus l'existence. Un homme nous galvanisa, nous donna l'envie de nous rassembler, de nous rencontrer et même de partir au combat. Je pense, mes amis, que vous voyez très bien de quel homme je parle. Cet homme, c'est vous, Éric Zemmour. Monsieur Zemmour, Madame Knafo, votre présence ici nous honore. Le serment de Villepinte était plus qu'une simple promesse. Il fut l'origine d'un engagement au service d'un idéal qui nous dépasse, la France. Il fut l'origine d'un combat essentiel et même vital pour la survie de notre peuple et de notre civilisation. Il redonna un sens à la vie de milliers de Français désespérés dans leur quête de l'âme millénaire de la France. Des liens se tissèrent, des amitiés naquirent, une aventure commença. Ici, dans le Rhône, les actions politiques menées furent considérables, les événements organisés incalculables. Dans chaque circonscription, chaque arrondissement, dans chaque canton, des militants, parfois novices, labourèrent le terrain, écumèrent les panneaux d'affichage, les boîtes aux lettres, les cages d'escalier, les marchés et les réseaux sociaux. Alors, je réitère l'expression d'une vive reconnaissance que je sais partagée par chacun d'entre nous ici. Monsieur Zemmour, Madame Knafo, pour votre présence, pour l'espoir que vous nous avez apporté, pour la détermination que vous nous apportez aujourd'hui et pour les victoires que vous nous apporterez demain. Je souhaite aussi tous vous remercier infiniment, chers militants, chers adhérents, chers sympathisants, pour votre engagement. Chacun de vous apporte sa pierre à l'édifice que nous bâtissons
et chacun de vous peut en être fier. Soyons fiers d'être libres d'esprit. Soyons fiers de participer à un vrai projet de résistance. Soyons fiers de vouloir garder et transmettre l'héritage magnifique de nos aïeux. Vive notre mouvement, vive notre combat politique et civilisationnel, vive le Beaujolais et surtout... Merci à vous. D'abord, un grand merci à tous. Merci à tous d'être aussi nombreux, chaleureux, enthousiastes et de nous réchauffer tous par ce froid polaire. Donc bravo, vraiment, merci. Alors, je suis très fier d'être ici. J'avoue que c'était pas du tout prévu. Il faut que je vous raconte quand même, parce que je ne devais pas être là. J'étais censé travailler, relire les épreuves de mon livre. J'avais le week-end. Donc j'avais dit, je m'enferme chez moi vendredi, samedi, dimanche, et je ne sors plus. Et je relis, voilà. Et puis, Sarah me dit, ah, mais Aurélien propose une formidable galette des rois à Lyon et tout. Je dis, non, je travaille. Bon, et vous connaissez ce genre d'histoire qui se finit toujours mal, c'est-à-dire que me voilà. Et plaisanterie mise à part, vraiment, en 48 heures, réunir, je crois que vous êtes près de 700 personnes. Chapeau. Chapeau Aurélien. Chapeau Xavier. Chapeau à tous. Vraiment, bravo. Alors, chapeau surtout à cette fédération. Je sais que c'est une des plus dynamiques, une des plus organisées, une des plus actives. Et vraiment, ça me fait plaisir d'être venu ici. Surtout que il ne vous a pas échappé que je ne suis jamais venu de l'année. Alors, bon. J'étais pas loin. Oui, exactement. Et j'étais aussi... Merci. Bon, si je peux même plus parler, alors... J'ai été aussi à Charvieux. Et pour l'anecdote, je tiens à vous dire quand même que ce soir-là, j'avais décidé de venir dîner dans un petit bouchon lyonnais. Oh, on était tout contents avec Sarah. On était là, tranquille, après la soirée, j'avais fait mon meeting, je devais signer mes livres, etc. Sauf que je n'avais pas compté avec le nombre de gens qui étaient à Charvieux et qui voulaient absolument me faire signer le livre. Le résultat, c'est qu'on a fini à minuit passé, qu'on est arrivé ici, il était 1h du matin, qu'on est allé dans la chambre d'hôtel, qu'on a mangé un morceau de fromage et qu'on a dormi. La grande soirée lyonnaise. Donc là, au moins, hier soir, nous avons pu aller dans un charmant bouchon, nous avons été tranquilles. Il y a des avantages à ne pas être en campagne, il faut le dire. Donc voilà, je suis à Lyon, je suis parmi vous et je suis vraiment content d'être à Lyon, surtout que j'avais l'habitude de venir à Lyon. Quand j'étais journaliste, je venais souvent à Lyon pour les élections, pour suivre aussi quelques hommes politiques de grand renom. J'étais venu aussi pour mes livres. J'étais venu pour Le Premier Sexe, j'étais venu pour Le Suicide français. Je venais régulièrement faire signer mon livre. Je me souviens d'une grande soirée avec mon ami Michel Joblot, je ne sais pas s'il est dans ses murs, je crois qu'il l'est, pour Le Suicide français, qui avait organisé aussi une soirée absolument mémorable. Donc j'avais l'habitude de venir à Lyon. Et puis, vous savez, et d'ailleurs, j'imagine que vous le vivez encore plus que moi, c'est-à-dire que maintenant, quand je dis je vais dans telle ville où j'avais coutume de venir, mon équipe me dit « Oh là 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 là, non, pas question, Antifa ». Comme quoi, maintenant, les métropoles me sont interdites. Donc, j'ai pas le droit d'aller à Toulouse, Antifa. J'ai pas le droit d'aller à Lyon, Antifa. J'ai pas le droit d'aller à Strasbourg, Antifa.
Non, mais c'est pour vous dire ce qu'est devenue la situation française, mais encore une fois, vous la connaissez aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Et d'ailleurs, j'imagine que c'est pour cela que vous êtes là, ici. J'étais très touché du discours qui m'a précédé. D'abord parce que tout était au passé simple, donc j'étais impressionné. Et vous savez que vous ne pourriez plus écrire dans le Club des 5 parce qu'ils ont enlevé le passé simple. C'est trop compliqué. Donc, et puis, je suis vraiment, vraiment très content de me retrouver parmi vous, car au moins, parmi vous, je sens des gens qui, comme moi, ne veulent pas encore désespérer, qui, comme moi, ont décidé que cette décadence générale depuis 30 ans, 40 ans ne pouvait plus durer, et qui ont décidé de se battre à mes côtés. Et je vous avoue que ça me fait chaud au cœur. Merci. Alors, nous l'avons entendu, nous l'avons dit, notre triptyque, cher Xavier, c'est bien idée, action, élection. Je l'ai décrit longuement il y a un mois maintenant, et je pense que c'est la base de notre refondation. Idée, vous savez bien que le grand drame de la droite française, c'est qu'elle ne mène pas le combat des idées, que la gauche le mène toute seule, et qu'elle gagne évidemment puisqu'il n'y a pas d'adversaire. Et que le grand problème de tous les partis de droite depuis 40 ans, depuis 50 ans, même au temps du général de Gaulle en vérité, c'est d'avoir laissé toutes les manettes du combat des idées, du combat intellectuel, du combat culturel à la gauche. École, lycée, université, médias, école de journalisme, et même télévision, séries. Même aujourd'hui, les séries Netflix aujourd'hui sont complètement contaminées par l'idéologie, la fameuse idéologie woke. C'est une propagande permanente. Et nous sommes les seuls, je crois, dans tout le paysage politique et intellectuel et politique français, à tenter et à nous battre contre cette hégémonie culturelle, contre cette propagande permanente. Vous l'avez vu, c'est pour cela, et d'ailleurs Agnès Marion, je crois qu'elle n'est pas encore là, mais elle va arriver, c'est pour cela que nous avons créé les parents vigilants. Et vous avez vu, elle est là ? Ah, formidable. Merci pour elle. Et vous avez vu comme les parents vigilants ont tout de suite pris sur une société qui ne demandait que ça. Et vous avez vu surtout les réactions outragées, furieuses, vindicatives, menaçantes de toute une gauche qui n'a pas l'habitude qu'on l'empêche d'endoctriner en paix tous les enfants de 7 à 77 ans. Alors évidemment, ça l'agace, ça l'exaspère, et elle hurle, mais ça prouve qu'on est dans la bonne voie. Et ça prouve qu'Agnès est dans la bonne voie, et ça prouve que les parents vigilants sont dans la bonne voie. Ah oui, je ne vois pas Agnès, mais je la devine, elle fait des grands signes. D'accord, je sais que tu es là. Ah mais j'ai pas douté, il n'y a pas qu'Agnès dans la vie. Hein. Idée donc, nous devons absolument mener ce combat, continuer à le mener, chacun à notre place, ne rien lâcher. C'est vraiment essentiel, car c'est ainsi que la gauche et toute cette idéologie nihiliste parvient à conquérir les cerveaux de tous nos compatriotes. J'étais très frappé pendant la présidentielle par la difficulté d'arracher, comme des mauvaises herbes,
les idées de l'idéologie dominante, les concepts de l'idéologie dominante, les simples mots repris inlassablement par les médias. Et je rencontrais des gens partout en France, des gens de bonne foi, des braves gens, des gens qui ne pensaient pas à mal et qui reprenaient quasi systématiquement au mot près ce qu'on avait entendu la veille à la télévision et dans tous les grands médias. Il faut vraiment, c'est un combat permanent et je sais que vous êtes conscients de ce combat-là. Après ce combat indispensable, ce socle des idées, ce socle intellectuel, il y a l'action. C'est une grande nouveauté pour moi. Moi, j'étais habitué à la solitude de l'écriture, à l'ascèse de la réflexion. Je continue à me préserver pour cela, mais désormais, j'ai derrière moi, à côté de moi, devant moi, vous tous, un parti en marche et un parti qui agit. Des jeunes de GZ qui militent, qui affichent et qui sans cesse sont sur la brèche, même pendant les vacances, me dit-on. Ah, vous exagérez, Aurélien. Et un parti qui, par exemple, manifeste à Callac une fois, 2 fois, et qui finalement finit par obtenir la victoire. Et il n'y aura pas l'arrivée de migrants dans le petit village de Callac, grâce à nous. Et grâce à vous, surtout. Vous savez, j'ai beaucoup observé le travail de la gauche. Et le travail de la gauche, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'ils lancent des idées, ils lancent des concepts, puis ils les mettent en œuvre par leurs militants, par leurs relais associatifs, et ils les ancrent dans la tête des gens et dans la réalité. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'effet de cliquet. On ne peut plus revenir en arrière. Nous devons absolument agir ainsi. C'est la condition du succès. Et c'est pour cela que vous verrez de plus en plus les grands médias, les gens de LFI, les autres, les gens des Verts, etc., hurler à la mort quand ils parleront de reconquête. Parce que nous sommes les seuls, les autres ne le font pas, nous sommes les seuls à mener ce combat qui est décisif. C'est-à-dire, nous définissons des idées, nous définissons des concepts et nous les appliquons sur le terrain et nous combattons sur le terrain grâce à nous, grâce à vous. Je vous ai parlé de Callac. J'aurais pu aussi vous parler des islamistes dont on empêche de faire des conférences. J'aurais pu vous parler des manifestations pour éviter le déboulonnage de statues. Vous voyez, nous sommes à chaque fois aux premières loges quand il s'agit de défendre l'identité française. C'est ça notre combat, vous le savez très bien. Nous combattons contre 2 ennemis beaucoup plus puissants que nous, qui sont 1, l'islamisation du pays, et 2, l'idéologie d'extrême gauche, qui est désormais l'idéologie woke que vous connaissez, qui est l'héritier en vérité du communisme d'avant, du gauchisme d'avant, que les plus vieux ont connu de très près. Aujourd'hui, vous le voyez, ça s'est transformé dans une nouvelle idéologie qui explique à nos enfants que le lundi, ce sont des garçons et que le mercredi, ce sont des filles. En fait, c'est encore pire que l'idéologie communiste que nous avons connue dans notre jeunesse. Et nous sommes les seuls à affronter ces gens-là. Nous sommes les seuls à affronter ces idées-là. Et c'est essentiel pour essayer de contenir la destruction qu'ils apportent partout où ils passent. Après, vous l'avez évidemment, c'est le troisième pied du triptyque, idée, action, élection. Nous avons connu une année folle, une année de campagne présidentielle, avec ses hauts, ses bas, ses passions.
ces enthousiasmes délirants, ces succès magnifiques, ces déceptions aussi, ces désillusions. Nous avons tout connu. En un an, nous sommes passés par toutes les émotions et par tous les sentiments possibles. C'est assez exceptionnel dans une campagne présidentielle. Donc, maintenant, nous avons d'autres élections qui nous attendent. D'abord les européennes, puis les municipales, et puis au-delà, de nouveau la présidentielle. Nous devons absolument nous préparer. Nous préparer à cela, nous structurons notre parti pour cela. Tous mes vice-présidents, qui soient Marion Maréchal, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, travaillent à cela. Nous avons Stanislas Rigaud pour continuer à entretenir et à faire prospérer le mouvement GZ. Et notre parti se structure avec des centres de formation pour les élus ou pour les apprentis élus, avec des réunions régulières, avec un ancrage local de plus en plus approfondi. Tout cela doit nous préparer des futures moissons électorales. Je pense que nous sommes le mieux préparés pour cela. Nous ne considérons pas la politique comme une espèce de jeu qui revient tous les 5 ans et après on peut se mettre en vacances. Nous considérons la politique comme un combat permanent, un combat d'abord des idées, d'abord des convictions, c'est ce qui surprend tant nos adversaires, et ensuite qui doit se répandre sur le terrain et qui doit finalement donner des résultats électoraux. Ce n'est qu'après, ce n'est que la conséquence, les résultats électoraux sont la conséquence d'un travail de fond que nous allons faire pendant des années. Voilà mes amis, je suis vraiment, je vous le répète, je suis ébahi par le nombre que vous avez pu rassembler ici. Vraiment bravo, bravo et merci, ça fait chaud au cœur. Je ne suis pas mécontent d'être sorti de ma tanière pour voir ça. Merci à vous. Alors, bravo. Ah, il y a des professionnels ici. Hein. C'est pas comme moi. Oui. Alors, vous savez, nous avons réussi un pari incroyable. Quand on a entamé la campagne de réadhésion, on m'a expliqué, les plus grands spécialistes m'ont dit, vous avez réussi, après Villepinte, à rassembler 60 000 personnes dans un premier temps, puis 130 000. Si vous arrivez à faire réadhérer sur les 60 000 initiaux 20 000 personnes, vous serez déjà très fort. Eh bien, mes amis, on est déjà à 54 000 réadhésions. Et en vérité, nous sommes aujourd'hui un parti avec 100 000 adhérents. Et nous avons réatteint nos 100 000 adhérents avec les nouvelles adhésions. Donc nous pouvons dire, sans contestation possible d'ailleurs, il y aura toujours des contestations, mais on aura un constat d'huissier, ce que ne font pas évidemment nos concurrents, que nous sommes le premier parti de France en termes d'adhérents. Bravo à vous. Maintenant, je crois qu'on m'a promis une galette des rois, donc je n'ai pas pris le TGV pour rien. Et donc, j'attends avec impatience de goûter cette fameuse galette des rois. Vive la galette des rois, vive Reconquête, et surtout, vive la France. Monsieur Zemmour, bonsoir à vous. Alors, je n'ai pas de questions particulières parce que vous répondez à tout depuis CNews et même avant. Donc, merci à vous. Et ma seule question, comment allez-vous, monsieur Zemmour? C'est très gentil. Écoutez, je vais bien. Je me porte bien, je rentre de vacances, je ne suis pas à plaindre. Écoutez, je vais très bien. La campagne a été longue, a été mouvementée, a été difficile.
beaucoup de fatigue physique, psychologique, mentale. Mais bon, voilà, on en est sorti, on est reparti vers de nouveaux horizons. J'ai été très heureux d'écrire le livre pour raconter un peu tout ce qu'on a vécu et toutes les leçons que j'ai tirées de cette expérience exceptionnelle. Ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que ça va vous intéresser. Maintenant, nous sommes partis pour l'avenir. Il faut, après avoir tiré les leçons du passé, après avoir essayé de bien comprendre ce qui s'était passé, de bien analyser, tout ce qu'on écrivait là-dessus ne me plaisait pas, ne me convenait pas. Et donc, j'ai voulu moi-même avoir ma propre version de mon récit et de mes analyses, et que je vous livrerai bientôt. Et désormais, je suis prêt pour de nouvelles aventures. Bonjour Monsieur Zemmour. Bonsoir monsieur. Alors, en politique, est-il toujours bon de dire la vérité aussi dure qu'elle soit? La question qui est sous-entendue, en fait, c'est est-ce que vous pensez que la vérité dure que vous avez énoncée pendant la campagne présidentielle, notamment le grand remplacement, est-ce que c'est quelque chose qui a plutôt joué, à votre avis, en votre faveur ou en votre défaveur? Alors d'abord, puisque je parlais du livre, de mon livre que j'ai écrit, là, qui va être publié bientôt, vous verrez, j'ai pensé à vous parce qu'il y a un chapitre entier sur votre question. Est-ce que parler du grand remplacement m'a servi ou m'a desservi? Je ne peux pas répondre à votre question pour une raison simple. Si je n'avais pas parlé du grand remplacement comme thème majeur de ma campagne, je n'aurais pas été candidat. Donc la question ne se posait pas pour moi. Je n'avais pas... Vous savez, s'il avait fallu un candidat de gestion, vous voyez, de réforme même économique, on peut discuter, on peut ne pas être d'accord d'ailleurs sur telle ou telle réforme, même entre nous. Et c'est tout à fait légitime. On peut avoir des avis divergents. Mais je ne serais pas allé à la présidentielle. Je n'aurais pas abandonné mon travail habituel, mon activité intellectuelle, médiatique. Je n'étais pas candidat pour être candidat. Je laissais ça aux autres. Si je suis devenu candidat, je l'ai raconté beaucoup au début de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la pré-campagne, c'est uniquement parce que je voyais mon pays mourir et sans qu'aucun politique classique ne se lève pour dire bon, il faut arrêter. C'est tout, c'est pour ça que je suis allé. Donc la question du grand remplacement, vous avez raison, c'est la question fondatrice pour moi, mais c'est aussi la question fondatrice pour mes ennemis. C'est-à-dire que si mes adversaires politiques et médiatiques m'ont combattu avec autant de verdeur, avec autant de férocité, c'est parce que je posais la question fondamentale qu'ils s'arrangeaient à mettre sous le tapis depuis 30 ans. Ce n'est pas un hasard, vous savez, il y a un accord tacite, ils n'ont pas besoin de se voir dans une salle, vous voyez, ça c'est dans les films, mais il y a un accord non dit, et tous les candidats habituels sont membres de ce pacte non dit. Donc moi, j'ai rompu ce pacte. Donc évidemment, la suite, vous l'avez vu. Bonsoir madame. Merci d'être présent, d'être là parmi nous. Merci à vous. Alors voilà ma question. L'union des droites est-elle la seule solution pour conquérir le pouvoir ? Là aussi, vous aurez un chapitre entier pour vous. Je fais bien, hein? Je vous l'indiquerai, le numéro du chapitre. Alors, je vais essayer de faire plus court que dans mon chapitre. Parce que là, vraiment, à l'écrit, vous imaginez que j'ai posé tous les problèmes, etc. Mais pour être moins long, puis pour que vous ayez des choses à découvrir encore. L'union des droites, moi, j'en rêve pas la nuit. Hein. Je me couche pas en me disant « Oh là là, l'union des droites ». Non. Vraiment non. J'essaie de faire une analyse rationnelle.
parce que j'entends qu'il faut rassembler, au-delà des gens de droite, qu'il faut rassembler les Français. Moi, je veux bien, si demain on me propose 100% des Français qui votent pour moi, je suis d'accord. Mais mon petit doigt me dit que ça n'arrivera pas. Ça me fait toujours marrer Ah, il faut rassembler les Français. Bah oui, d'accord, mais vas-y. Rassemble déjà. Même le président de la République, même le général de Gaulle, il n'a même pas été élu au premier tour. Il a failli démissionner parce qu'il avait été mis en ballottage. Le général de Gaulle. Qu'est-ce qu'on vient me raconter qu'il faut rassembler les Français? Mais tout le monde le sait, c'est des lieux communs. Donc maintenant, comment on les rassemble? Comment on rassemble en tout cas une majorité? Il y a deux façons. Il y a la stratégie que Jean-Pierre Chevènement a appelée les républicains des deux rives. C'est-à-dire qu'il avait remarqué, il n'était pas le seul d'ailleurs, que le vieux clivage droite-gauche qui avait forgé la Ve République, en gros, avec l'alternance en 81, etc., avait du plomb dans l'aile à cause de l'Europe et à cause du fait que, comme disait Philippe Séguin, la droite et la gauche sont des détaillants qui se fournissent aux mêmes grossistes, l'Europe. On est dans les années 90. On a eu Maastricht, on a des politiques qui se ressemblent de plus en plus. Et on a vu lors du débat, de la belle campagne d'ailleurs, sur le plan démocratique, de Maastricht, que la droite et la gauche se coupaient en deux et qu'il y avait le camp du oui, le camp du non, et qu'il y avait, je me souviens, sur les mêmes estrades, Giscard et Bérégovoy d'un côté, c'était le camp du oui, et le camp du non, c'était pas sur les mêmes estrades car ils étaient plus timides, il y avait Chevènement, Séguin, Pasqua, Villiers, Le Pen. Vous vous souvenez tous de ça. Et à partir de là, on s'est dit, le droite-gauche, c'est mort. Moi-même, j'ai écrit des dizaines d'articles pour dire le clivage droite-gauche est mort. Désormais, c'est en gros le oui contre le non. Après, chacun a mis son petit mot. Marine Le Pen a dit les patriotes. Et puis Macron a dit les européistes contre les méchants. Enfin, chacun a mis son petit mot, peu importe. La vérité, le socle fondateur de ce nouveau clivage, c'est le référendum sur Maastricht, le oui, le non. OK. Sauf que Jean-Pierre Chevènement, il a fait 5%. À droite, ni Pasqua ni Séguin n'ont réussi à s'allier à la gauche. Quand Jean-Pierre Chevènement a proposé à Philippe de Villiers de s'allier, les soutiens de Chevènement lui ont interdit de se rapprocher de Philippe de Villiers. Vous m'entendez? Interdit. Je sais, c'est moi qui ai fait le papier. Je peux vous le raconter de près. Bon. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que les républicains des deux rives, ça n'a jamais marché. Deuxièmement, à l'époque, entre Philippe Séguin et Jean-Pierre Chevènement, franchement, il n'y avait pas grand-chose de différent. Honnêtement, il faut être honnête. L'un se disait gaulliste et l'autre se disait socialiste. Mais franchement, je les ai bien connus tous les deux. À 98%, ils pensaient la même chose surtout. Donc l'alliance avait du sens. Mais aujourd'hui, vous les avez vus, les gens de gauche? Vous avez vu des gens de gauche patriotes, comme dit Marine Le Pen? Mais si vous m'en trouvez deux, mais appelez-moi. Mais appelez-moi parce que je vais les mettre dans le formol. Vous avez vu la campagne qu'a faite Mélenchon? Elle était patriote, la campagne de Mélenchon? Non. Quand Arnaud Montebourg a voulu ressusciter la campagne de Chevènement, en vérité, c'était du petit Chevènement. Soyons, on est entre nous. Bon, bref. C'est comme tout, quoi. Tout baisse. Qu'est-ce qu'il a fait, Montebourg? Il n'a jamais dépassé 3% dans les sondages. Et le jour où il a proposé d'être un peu méchant, je dis bien un peu méchant, je fais exprès de me moquer, avec les pays qui refusent de nous signer les OQTF, exactement ce qu'avait proposé Macron. Vous voyez, c'était pas la peste brune,
Le propre mouvement jeune de Montebourg a pondu un communiqué pour dénoncer Montebourg. Vous avez déjà vu ça, vous? Voilà, c'est ça la gauche patriote. Donc tout ça est une chimère. Je vous rends à mon livre, je développe largement tout ça. Tout ça pour vous dire que, et je finis avec cette question, l'union des droites, c'est simplement la seule façon que j'ai trouvée pour combattre l'union des gauches, qui ne sont même plus patriotes comme au temps de Chevènement, qui était déjà, lui, minoritaire dans son propre camp. Il faut quand même le rappeler. Il s'est fait jeter. Il a dû démissionner tout le temps. Parce que justement, il était devenu minoritaire. Bon. Mais là, maintenant ça n'existe plus. Chevènement, il est conseiller de Macron. Bon. Donc, l'union des droites, c'est la solution la moins mauvaise, selon moi, pour rassembler des gens qui pensent à peu près la même chose et qui ont été séparés artificiellement par la gauche. Maintenant, je vais vous dire, et je conclus là-dessus, j'ai bien compris, je ne suis pas plus bête qu'un autre, j'ai bien compris que Marine Le Pen n'en voulait pas, parce qu'elle pense gagner toute seule et qu'elle pense gagner avec les électeurs de Mélenchon, et que LR n'en veut pas, parce que si LR accepte l'union des droites, elle meurt, dans la seconde même. Donc j'ai bien compris ça, ça ne m'a pas échappé. Maintenant, la solution, elle est simple. Soit les électeurs de Marine Le Pen et les électeurs de LR veulent continuer à aller de victoire en victoire jusqu'à la défaite finale. Soit ils veulent pour une fois gagner et choisissent la stratégie de rassemblement. Et la stratégie de rassemblement, seule Reconquête la défend. Donc pour imposer la stratégie d'union des droites, il faut voter Reconquête.